Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Michel Coury. Salut Michel. Salut, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Je suis en forme, je suis avec toi, tout va bien. Génial. Pour bien finir la semaine, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. Michel, je t'introduis rapidement. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, conférencier, podcasteur, créateur de contenu, on peut dire influenceur d'optimisme autour des sujets du management et de l'emploi. Tu es également le gérant de pressing le plus populaire de France, donc tu résides à Montpellier. En avril 2021, tu te lances sur LinkedIn pour apporter de la motivation et de l'inspiration à toutes les personnes qui ont un projet professionnel. L'ascension est fulgurante. Aujourd'hui, tu es le deuxième influenceur de France selon LinkedIn et les classements LinkedIn. Tu prônes et défends une communication simple et authentique. Ton leitmotiv qu'on lit partout, c'est bien l'échec, c'est de l'entraînement. En 2013, la course à l'argent t'amène à faire faillite alors que tu es à la tête d'une entreprise de 30 personnes. Tu perds tout, s'ensuit un burn-out et également une maladie. Et aujourd'hui, à 40 ans, tu t'es totalement reconstruit et tu as fondé ta propre agence Once Upon a Time. J'ai hâte que tu nous parles aussi de ça parce que c'est assez récent. Star des réseaux, mais humain avant tout, tu restes surtout fidèle à tes valeurs. Merci Michel. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, revenir sur tout ça et quel a été un peu le déclencheur pour en arriver là? Écoute, merci pour cette introduction digne des Oscars. Je crois que c'est la plus longue que j'ai faite jusqu'à aujourd'hui. Elle est énorme, merci beaucoup pour cette mise en avant. En fait, moi j'ai un parcours assez normal, mais qui a été frappé par beaucoup d'échecs, de problématiques et tout. Et moi j'ai appris une chose pour résumer mon parcours, c'est que le plus dur en fait c'est pas de se relever pour réussir, c'est de rester debout. Et c'est toujours ce que je dis aux autres. Et pour revenir à ma faillite et à mon entreprise en fait, où j'avais 30 collaboratrices et collaborateurs, quand tu disais que j'avais envie de courir après l'argent, j'étais omnibulé par le chiffre d'affaires. J'étais très matérialiste. Je pensais que la réussite c'était des belles maisons, des belles voitures, ce genre de choses, et que pour les avoir, automatiquement, il faut avoir de l'argent. Et quand j'ai créé mon entreprise, en 2013, j'avais cette vision-là. Mais je n'étais pas quelqu'un de méchant avec les autres. Ça veut dire que j'ai toujours été très bienveillant, gentil, même trop gentil des fois. Mais je n'écoutais pas les autres. Et je n'ai pas mis assez l'humain dans mon entreprise. Donc, au bout d'un moment, tu te fatigues, tu commences à stresser. En plus, j'avais des petits problèmes dans la vie perso qui m'amenaient à péter un câble. Et du coup, je me suis oublié. Du coup, j'ai oublié les autres. Et mon entreprise a fait faillite. De toute façon, en général, aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out et c'est vrai que c'est un mot qui est un peu galvaudé. On sait plus trop quoi mettre dedans, mais j'ai l'impression que c'est quand même, c'est un mélange de la vie perso et de la vie pro. C'est tout qui explose et qui implose en fait. C'est pas qu'un élément en fait. C'est une accumulation de plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, on sature et il y a un élément déclencheur. Voilà. On va se fixer là-dessus. Et ensuite, tout le reste, en fait, tout le négatif qu'il y a autour de nous, va se raccrocher à cet élément de déclencheur. C'était quoi à l'époque pour toi la réussite? Je commence direct finalement dans le vif du sujet. Vas-y. La réussite à cette époque-là, 2013,
Pour Oui. moi, en fait, j'avais même pas de vision vraiment de ce que c'était la réussite, mais je voyais tellement autour de moi et aujourd'hui encore plus de personnes qui, pour elles, réussir, c'est avoir des millions. Ou vous voulez passer de 1 000 € à 1 million d'euros dans votre compte. Et j'étais omnibulé par ça. Mm. Alors personne ne me l'avait mis dans ma tête, hein, c'était moi qui pensais que c'était ça. Et pour moi, réussir, c'était ça. Ouais, ouais, c'était la Non, réussite non, matérialiste en fait. c'est Et, ça. Matérialiste, bon, pas que, mais j'avais envie d'explorer le monde. Je voulais pas compter. mm, je comprends. Tu avais pourtant exploré le monde, parce que si je reviens un petit peu sur ton parcours quand même, on a l'impression que tu as eu 1000 vies. Alors aujourd'hui, tu communiques pas sur tout parce que c'est impossible, et puis tu focalises vraiment sur l'impact que tu as envie d'avoir aujourd'hui avec le message que tu portes et que tu incarnes. Mais pour recontextualiser, tu as travaillé dans l'humanitaire. Tu as plus de 10 ans dans l'humanitaire pour la Croix-Rouge, si j'ai bien, C'est je me suis ça. bien renseignée. Euh, Qu'est-ce que ces années finalement t'ont apporté par Alors, rapport à ce qui s'est passé après? quand je suis rentré dans l'humanitaire, c'était par pur hasard. Moi, je venais d'avoir mon bac et j'ai arrêté les études et je faisais plein de petits boulots pour manger. Hein. Et à côté de ça, j'avais mes origines où je suis né, l'Afrique, le Sénégal, m'ont toujours apporté des valeurs très humaines et très solidaires. Et je me suis dit, pourquoi pas rentrer dans une assoce et donner de son temps pour aider les autres. Et au départ, je suis rentré en tant que simple balayeur, hein, tu vois, j'ai aidé comme ça. Et très vite, j'ai pris des responsabilités. Et ce que ça m'a apporté, ben, ça m'a tout apporté. Si on enlève tout le côté humain, ça m'a apporté le côté compétences. Hmm. J'ai appris énormément de choses dans la communication, dans les ressources humaines, dans le management, euh, énormément de choses. Et dans la partie humaine, ben, tu vois l'humain dans toute sa splendeur, en fait, Oui, dans le plus mauvais état. Et ben, quand je repense aujourd'hui à pourquoi je voulais de l'argent, c'était peut-être parce que j'avais trop vu de personnes dans la galère. c'est intéressant. Oui, ouais, ouais. Par effet miroir, t'avais ça qui C'est était ça, ancré je en ne veux toi. pas me retrouver dans cette situation, je vais tout Donc, faire pour avoir le maximum pour jamais me retrouver dans cette situation. ouais, ouais, je comprends. Je comprends. C'est toujours une thérapie finalement de faire un peu tu vois, ce côté Ah ben moi, plus j'avance rétrospective. dans ma vie, plus je me fais des thérapies, hein. Enfin, je Mm. comprends certaines choses. Oui. Tu vois, plus là en ce moment, le maximum, enfin le truc que auquel je suis en train de penser, donc rien à voir, c'est je comprends plus aujourd'hui le rôle de mon père parce que maintenant j'ai 3 enfants, j'en ai un de 10 ans, un de 5 ans et une de 1 an et demi qu'il y a 20 ans. Oui, Voilà. Donc tu vois, plus tu avances dans la vie, plus tu comprends certaines choses. c'est ça. Ah, c'est hyper intéressant. Et c'était en France tes années Croix-Rouge, ou J'ai fait voyagé? quelques pays, mais le maximum de mon activité c'était en France, puisqu'il y D'accord. a toujours quelque chose qui est important à comprendre, c'est que surtout dans le monde de l'humanitaire, c'est que la misère, elle est souvent en bas de la porte. Hmm. C'est vrai. C'est pas, Donc, elle est pas loin finalement en fait. C'est vrai il y aura toujours malheureusement de la pauvreté et de la misère dans le monde et dans d'autres pays, mais c'est vrai que si on s'occupait aussi déjà de la misère qui était, comme tu dis, exactement. Et moi, c'était un grand ponte de l'humanitaire, quelqu'un d'expérimenté qui nous avait dit ça, en fait. Arrêtez de toujours vouloir aller à l'autre bout du monde, sortez de chez vous, il y aura sûrement quelqu'un mm. qui sera dans la misère. Ça recoupe un peu avec cette notion de simplicité que tu portes beaucoup. Tu vois, simplicité, comme tu dis, bah voilà, c'est pas la peine de voir loin, voir déjà près et entre guillemets pas petit, mais c'est déjà énorme en fait. Mais c'est déjà énorme, il faut commencer petit. Si tu n'arrives pas à aider la personne qui est à côté de chez toi, comment tu vas faire pour aider quelqu'un qui est à Ouais. 10 000 kilomètres de chez toi? Complètement, complètement. C'est hyper intéressant. Et qu'est-ce qui t'a aidé après justement quel a été un peu ton chemin de résilience après donc le burn-out et également la maladie? Qu'est-ce qui t'a aidé à te relever pour en arriver à ce que tu fais aujourd'hui? J'ai pas eu le choix. Mmh.
Moi, ça a été une cascade de problématiques. J'ai eu mon entreprise, elle a fait faillite. J'ai fait mon burn-out. J'ai même pas eu le temps de finir mon burn-out. J'ai eu ma lésion au cerveau. Je suis rentré à l'hôpital et dès le jour où j'ai eu ma lésion au cerveau, en fait, ça a changé complètement ma vie parce que tout dépendait que de ça. Et tout le reste est devenu facultatif, tu vois. On s'en fiche. Pendant presque 9 mois, j'ai pas regardé mon compte en banque pour te dire à quel point j'étais passé de celui qui veut trop d'argent à celui qui s'en foutait complètement. Et me relever, j'ai dû tout recommencer à zéro, comme si j'avais une sorte de renaissance, comme si j'avais jamais travaillé, il fallait que je recommence tout petit à petit, parce que physiquement, je pouvais pas non plus faire autrement. Et heureusement, tu vois, parce que sinon j'aurais peut-être voulu chercher des trucs compliqués, chercher à compliquer les choses, mais j'ai pas eu le choix. Oui. J'avais déjà mon fils qui avait 3 ans, mon aîné. Il fallait travailler, il fallait que je me sorte de la maladie. Enfin, c'est pas une maladie, c'est une lésion. D'accord. Il fallait que je sorte de tout ça et j'avais pas le choix. Oui, c'est vraiment apprendre à réapprendre. C'est exactement ça. En fait, quand tout ça t'arrive, au début, tu en prends pas conscience parce que voilà. Mais quand tu en prends conscience, ça te fait mal déjà et tu changes complètement de vision. Et moi, ma vie, elle a commencé à partir de ce moment-là. Et qu'est-ce que tu as ressenti justement à cette période? Parce que tu vois, comme tu l'exprimais bien, t'as pas eu le choix et c'est une suite d'événements douloureux que tu as dû traverser. Qu'est-ce que tu as ressenti? Parce que c'est vrai que déjà, entre le burn-out, faire faillite, c'est déjà des épreuves très très lourdes. Plus la tumeur, tu te dis le sort s'acharne quelque part. Qu'est-ce que tu as ressenti à l'époque par rapport à ces épreuves? Alors c'est pas une tumeur, hein, comme ça. Les gens qui ont des tumeurs, les pauvres, je veux pas leur lésion. Alors c'est lésion. C'est une lésion en fait. C'est comme un bleu, mais dans le cerveau, tu vois. Mais c'est pas un coup que j'ai reçu. Okay. Du coup, quand j'ai eu ça, en fait, tout ce qui s'est passé avant, ça les a effacés. Le burn-out, ça me l'a soigné en 2 secondes. Ma lésion, tu vois, on est passé d'un problème dépressif à un problème physique. Oui. Et physique assez grave. Et du coup, je ne pouvais plus penser au burn-out. Ça veut dire que moi, ce qui m'a aidé, en fait, ce que j'ai ressenti au bout de quelques mois, parce que moi, directement, quand je suis sorti de l'hôpital, 5-6 jours après, j'ai trouvé un boulot de serveur dans un resto. J'avais pas le choix, j'avais pas le droit de conduire, et comme j'habitais en bord de mer, il me fallait travailler. Et je savais pertinemment que si j'allais travailler, physiquement et mentalement, ça allait m'aider. Oui. L'action amène l'action. Voilà. Et moi, je voulais pas penser à ce que j'ai. Donc, j'ai fait une saison d'été. Donc, c'était en mai. J'ai fait toute une saison d'été dans un restaurant touristique. Donc, j'ai pas vu le temps passer. Au début, c'était un peu dur, même mentalement, parce que je dis putain, je passe de PDG à serveur. Et juste après, je dis waouh, en fait, c'est top. Et quand ça s'est arrêté la saison, donc j'ai continué à travailler dans ce resto. C'est là où j'ai eu un gros tournant dans ma vie mentale. J'ai commencé à avoir peur de la mort parce que moi j'ai failli y passer. Et là, pendant 1 an, j'ai eu très très peur de la mort, mais à faire des crises d'angoisse. Un peu comme t'es tout seul, t'es là, tu t'arrives pas à respirer, mais je le faisais tout seul et jamais devant les gens. Parce que j'en ai parlé à personne, j'avais honte. Et le seul truc qui me faisait aller mieux, c'était mon fils. Alors, enfin, je me posais des questions bêtes. Enfin, bêtes, non. Qu'est-ce qui va devenir si je meurs? J'ai pas le droit de mourir. Moi, je me disais, j'ai pas le droit maintenant. Voilà. Et j'ai pris cette conscience-là. Et 1 an après, donc c'était très dur cette période-là. Franchement, là, j'en ai chié pour de vrai, mentalement. Et tu vois, quand je pensais à ça, quelque part aussi, quand tu prends le recul, ça m'éliminait tout le reste. Et pour moi, c'était que ça mon problème. Tout le reste, c'était pas problématique. Et un jour, j'étais au bord de l'eau avec mon fils et on va essayer de t'imager le truc. J'adore, surtout pour de l'audio. Fais-nous le storytelling. J'essaie de prendre ma voix. J'étais avec mon fils au bord de l'eau. Sur la plage de Palavas-les-Flots, donc un petit vent, on entendait les mouettes,
Et mon fils était à côté de moi. Et là, je reçois un mail de mon neurologue. J'avais fait une IRM de 3 jours avant. Il me dit: bonjour, monsieur Coury. Suite au résultat de votre IRM, votre lésion a disparu. Donc, vous êtes guéri. Soulagement. Et là, du coup, je prends mon fils dans les bras. Je lui dis: c'est grâce à toi. Donc, voilà. Je le verse ma petite larme, etc. Et ce jour-là a été ma renaissance. J'ai dit: maintenant, Michel, t'arrêtes de faire le con. Ta mort là, c'est bien, ça te fait peur, maintenant tu dois l'utiliser comme force. Et maintenant, j'en ai plus spécialement peur. J'y pense au moins 40 fois par jour, encore. Ah oui. Ça fait 8 ans. Mais j'y pense encore 40 fois, 50 fois par jour. Ça reste grave. Ça me met un peu mal à l'aise, mais ça dure un quart de seconde. Okay. Et maintenant, en fait, je me prends plus la tête. J'ai un truc à faire, je le fais, parce que peut-être que dans 1 heure, je suis plus. Le fait qu'on n'est que de passage sur Terre et qu'on a conscience d'une mort possible, qu'on commence peut-être vraiment à profiter, ou en tout cas à moins se prendre la tête, parce qu'en fait on se croit immortel, on pense pas, hein, parce que le cerveau refuse en fait, et c'est normal puisque le cerveau voilà, n'a pas envie de penser à ça en fait, et finalement, alors je sais pas pour plomber l'ambiance, mais au contraire avoir conscience de ça, finalement c'est ce qui peut-être peut permettre de se délivrer de ce poids. Oui, mais le problème, moi je l'ai rencontré parce que j'en parle beaucoup quand même maintenant. J'ai réussi à en parler maintenant. C'est que on peut pas faire prendre conscience de ça à quelqu'un. Tant qu'on l'a pas vécu soi-même. Tant que on le prend pas conscience, on peut le vivre, on peut avoir un problème de santé ou voir quelqu'un peut-être de sa famille en souffrir, mais tant que nous-mêmes on n'a pas pris cette conscience-là, on peut pas avoir ce genre, on peut pas transformer quelqu'un à penser comme nous. Oui. On peut juste le prévenir. Dans le quart d'heure où on va lui dire, ça va le motiver, un quart d'heure après, il a oublié. Bah, c'est ça. Et tu as totalement raison. C'est exactement ça. Et même moi, par exemple, c'est ce que je vis des fois. Parce que tu vois, là, on en parle et du coup, bah oui, je le conscientise, ok. Je dis n'importe quoi. Demain, j'ai un truc stressant ou quoi, je vais me prendre la tête, je vais peut-être m'en rendre malade. Et pourtant, je me dirais, hier, j'ai discuté avec Michel qui me disait, non, mais Marine, tu vois. Et pour autant, je vais quand même... Même moi, des fois, je retombe dans ce piège-là. Je restresse, j'angoisse et tout. Et il faut. Même moi, des fois, je me dis oh, et après, au bout de 5 minutes, je dis oh, calme-toi. Ouais. C'est un sport en fait. C'est un exercice. Ça. Exactement. Ça muscle. C'est muscler son. Je sais pas, sa conscience ou en tout cas. Mais c'est intéressant de le voir comme ça. Et donc ensuite, pour refaire un peu l'historique, tu deviens gérant de pressing. Oui. Alors, comment tu deviens gérant de pressing? Surtout que, en fait, c'est plusieurs pressings que tu as. C'est pas un seul pressing. C'est un seul pressing. Quand je travaille dans ce restaurant, au bout d'un moment, en fait, j'arrête et je reprends à faire du business, mais très doucement. Parce que moi, je suis passionné par le business. Mais ce que j'aime le plus, c'est acheter et revendre. Ok. Donc voilà, j'adore ça. Et ce que j'ai fait, c'est que j'achetais des vêtements d'occasion à des particuliers et j'allais les revendre aux puces. C'était précurseur de Vinted en fait. Mais ça sortait presque en même temps, tu vois. Et j'ai fait ça pendant 1 an et après j'ai créé une friperie, puis 2, puis 3. Et j'ai dit non, là stop, arrête tes bêtises, tu vas retomber dans le même système qu'avant. Arrête tout, redescends sur terre. Et à cette époque, mes parents, ils avaient un pressing, ils devaient s'arrêter, partir à la retraite, et je leur ai dit, je le reprends. Ah, donc c'est entreprise familiale. Oui, ouais, c'est ça. Je travaille avec ma maman encore. Et du coup, ma mère, elle me dit, si tu le reprends, je bosse avec toi, mais je veux aucune responsabilité. Les papiers, tout ça. J'ai dit, écoute, maman, vas-y, on le reprend, et si tu viens pas travailler avec moi, au pire, tu viens boire le café. Génial. Donc, j'ai repris ça il y a 4 ans, 5 ans, oui, 4-5 ans. Et j'y ai travaillé encore. C'est une belle conclusion finalement, tu vois. T'es revenu finalement au début, puisque j'imagine que t'as dû voir t'as vu tes parents, en tout cas ta mère travailler. J'en parlais il y a pas longtemps. J'ai reçu Dominique, qui est le président de Système U, sur mon podcast.
Et on a parlé de ça. En fait, lui, il a toujours aujourd'hui, il est le président de Système U quand même. Il a toujours l'épicerie de ses parents jusqu'à aujourd'hui. Et ses parents, il l'avaient avant il voulait pas travailler dans ce monde-là. Donc, il a fait tout son chemin. C'est ça. Il a repris l'épicerie et c'est comme ça qu'il a gravi les échelons. Et moi, c'est pareil. Au départ, je voulais pas faire les mêmes métiers que mes parents. C'est ça. Et 25 ans après, 30 ans après, je suis revenu à ça. Mais moi, ça me sert de transition. Exactement. D'avoir quelque chose de petit, de bien le faire, de pouvoir refaire mes armes, parce que voilà, il fallait que je me réinvente aussi, que je réapprenne à gérer une entreprise. Et du coup, tout va bien. Oui, et je crois même d'ailleurs que tu as dit une fois où j'ai lu une fois que tu disais que c'était ta maman finalement qui t'avait presque incité à prendre la parole sur les réseaux sociaux et que c'était elle ta première coach, ou en tout cas influenceuse. Moi, je dis toujours, il y a 600 000 personnes qui me suivent presque sur les réseaux, et je dis, en fait, en réalité, ils se trompent de personne. C'est ma mère qu'il faut qu'elle suive, parce que elle a toujours été là dans les moments les plus durs, dans les moments bien sûr qu'elle est là, heureusement. Mais moi, je suis très complice avec elle, et on n'est plus le rapport maman fils, on a plus des très très bons amis. Voilà, on se parle de tout. Encore il y a 2 jours, on a fait une soirée jusqu'à 3 heures du matin tous les deux. On est sortis. Voilà, ma mère, elle a 70 ans quand même. Ouais, j'allais dire, dis-donc. Elle est plus déterre que moi. Elle est beaucoup plus. Même moi, quand je suis fatigué, elle est toujours pas fatiguée. Mais voilà, elle a toujours été là parce que c'est une optimiste numéro 1. Tu vois, il y a un tremblement de terre, ça va être la première à dire bon, c'est pas grave, on va trouver un truc positif à ça. Et elle m'a toujours motivé. Oui, elle m'a dit un jour, tout ce que tu as vécu, ça serait peut-être intéressant de le partager avec des gens, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que toi, pour éviter qu'ils vivent la même chose que toi. Ouais. Elle m'avait dit ça 4-5 mois avant que je commence sur les réseaux. C'est certainement le moteur déclencheur aussi, le deuxième déclencheur de la suite de ton aventure. Du coup, aujourd'hui, pour toi, c'est quoi finalement le secret de cette nouvelle réussite sur les réseaux sociaux? Alors, pour moi, le vrai secret, c'est l'authenticité. Il n'y a pas de secret en réalité. Alors, authenticité, attention. Moi, j'en peux plus de l'authenticité. C'est vrai, le mot est galvaudé. Ouais, moi, je fais les choses, j'ai pas peur de me montrer. Déjà, ça, c'est la première chose. Et de me montrer comme je suis. Dans mes défauts, c'est Simon Sinek, qui dit un truc. Ouais, j'arrive pas avec l'anglais, moi. Qui dit quelque chose, il a fait une phrase qui a résumé l'authenticité. Lui, il dit l'authenticité, c'est être en accord avec ses imperfections. Moi, j'ai des imperfections, j'ai des défauts, mais je m'en fous de les montrer maintenant. Voilà, tu m'aimes pas, c'est bien. Tu m'aimes bien, c'est bien. Je me dévoile comme je peux. Alors, je raconte pas tout parce qu'il y a tellement de choses, mais je dis les choses comme je les ressens et comme je les pense. Et beaucoup de gens parlent d'authenticité, mais quand tu vois leurs photos, c'est storytellé. C'est déjà très travaillé. Moi, par exemple, pour entrer dans les réseaux, dans la technique pure, moi je dis toujours sur LinkedIn, si tu passes plus de 10 minutes à faire un post, tu sais pas écrire. Ça va pas plaire à tout le monde. Donc, je leur dis, et que s'ils sont pas contents, c'est la même chose. C'est bien. Si tu te dis authentique et que tu passes 1 heure pour faire une publication, ta publication déjà elle est morte, elle est pas authentique. C'est-à-dire que ce que tu penses, tu l'as retravaillé 150 fois. Et ta photo, si tu passes une demi-heure à trouver la meilleure photo où tu poses le mieux, tu n'es pas authentique. Voilà. C'est très fort, c'est très fort. C'est juste, ça fait mal, mais c'est juste. Mais moi, je suis pas là pour caresser les gens. Moi, je suis là pour leur dire les choses. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, sur LinkedIn, j'ai commencé avec une phrase, que du texte. Je faisais 1 ou 2 phrases, ça marchait. Pourquoi? Parce que j'allais directement à la conclusion. Genre, j'allais pas faire.
Pardon, je t'ai coupé. T'as gardé ça d'ailleurs. Bah oui, C'est toi qui as lancé il y a pas les personnes nous entendent, ne voient pas, mais si vous voyez la tête de Michel qui vient. Non, mais c'est vrai, c'est toi qui as lancé ce format. Enfin, pour moi, c'est de la patte Michel Coury, ce format citation carré, ah, impactante. Et maintenant, j'ai commencé par du texte simple à l'écrit, hein, pas en panneau, tout ça, et ça cartonnait. Après, j'ai dit, je veux faire de la vidéo et je vais donner 2 raisons. Comme ça, je vais donner une exclusivité, une information super importante sur ton podcast. Euh, Pourquoi je fais mes panneaux comme ça là? Ah oui, oui, Il y tiens, en a les beaucoup. fameux panneaux. Ça, Très en fait, intéressant. il y en a plein aujourd'hui qui m'en veulent parce qu'il y en a plein qui le font, il y en a qui se moquent de moi, mais je m'en fiche. Parce que Mm. ces panneaux-là, elles ont fait 500 millions de vues à travers tous les réseaux. C'est énorme. Et aujourd'hui, si on se parle, ben, c'est peut-être un peu grâce à ça. Ouais. Et les gens qui nous écoutent, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est un peu grâce à ça. Mm. Pourquoi? La première raison, c'est en termes de com, parce que tu as compris que j'aime bien la com. Oui. Je me suis dit, comment faire une vidéo pour que les gens qui la regardent sur LinkedIn, qui ne peuvent pas mettre le son, Ouais. puissent lire. Sous-titres, c'est bien, mais les panneaux, ça sera mieux. Et la deuxième chose, c'est que les 3/4 de vidéos que je fais, c'est le soir. Et comment tu fais une vidéo avec les enfants qui crient, qui jouent, qui s'amusent? Donc tu vas prendre ta vidéo, tu vas répéter à chaque fois 550 fois, tu vas péter un câble. Mm. J'ai fait mes panneaux, les enfants ils peuvent crier, jouer et faire ce qu'ils veulent, ça dérange personne. Parce que si je mettais le son en C'est ça fond, le chaos. c'est le chaos. Donc voilà pourquoi j'ai fait ça. Et après j'ai dit je vais encore plus simplifier parce que moi déjà j'ai pas envie de passer un temps monstre là-dessus. Mm. J'ai envie de faire passer un message rapide, clair, précis. Et voilà, donc du coup j'ai créé mes petits panneaux jaunes. Oui. Et voilà, il y en a plein qui le font aujourd'hui, et tant mieux. Oui. Voilà. Et en C'est plus, marrant parce que quand tout le monde le fait, c'est bien parce que maintenant, ça m'oblige à changer, à me à réinventer. réinventer. Exactement. Exactement. C'est tout le sujet. Quand t'es précurseur et leader sur quelque chose, finalement t'es précurseur des vidéos sous-titrées, mais version simple avec Une les panneaux. version à l'ancienne. Pourquoi s'embêter finalement quand la Ah oui. simplicité fonctionne? Non, mais c'est vrai. C'est que ça C'est- peut déculpabiliser les personnes Et le qui voudraient message faire écrit, il est toujours plus puissant Mm. parce que les gens, voilà, même en termes d'accroche, quand je tiens mon premier panneau, c'est mon accroche. C'est vrai. T'as pas à Donc, réfléchir comment tu vas faire la une belle vidéo vidéo. sur TikTok qui a dépassé les 10 millions de vues avec Énorme. mes panneaux. Et la vente, et aussi, j'ai fait des vidéos qui ont dépassé qui ont fait des millions de vues où je parle. Oui. Donc, il n'y a pas de secret. Mm. C'est juste le message que tu veux faire passer. Tu choisis la manière qui est la plus simple pour toi et qui te ressemble le plus. Et c'est bon. Non, mais c'est intéressant pour toutes les personnes qui souhaiteraient créer du contenu, qui peuvent se mettre des barrières tout seuls en se disant oui, il faut que ce soit ultra léché, etc. En vrai, démarre, teste, fais. Et c'est le Exactement. meilleur hack, c'est souvent comme tu viens de dire là, comme tu viens d'illustrer, c'est les hacks. Bah moi j'ai fait les panneaux parce qu'en fait chez moi il y a du bruit et qu'il y a les enfants, etc. Et C'est finalement ça. la créativité et la vraie invention, on peut la faire avec un rien, quoi. Exactement. Mais ça C'est, vient aussi certainement de, tu vois, de ton éducation, de tes valeurs qu'on t'a transmises, quoi. mais c'est ça, c'est se débrouiller, là, c'est le système D, quoi. C'est ça, exactement. Comment aujourd'hui tu gères et tu te protèges de cette visibilité, notoriété, je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'imagine que tu es ultra sollicité. J'ose pas imaginer combien de personnes doivent te contacter tous les jours. Tu fais aussi beaucoup d'événements à côté. Comment tu te protèges par rapport à tout ça? Comment tu le vis? Quand tu dis se protéger, c'est pour pas prendre la grosse tête. Ça peut, mais je trouve, j'ai pas l'impression que t'aies pris la grosse tête, Non. donc c'est plutôt te protéger, on va dire émotionnellement, tu vois, et pas arriver à saturation, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, ça peut être vite, tu Je vois, on vois peut ce vite que se faire ça va. déborder. En fait, le truc, c'est que quand tu fais des trucs sur les réseaux, il faut évoluer. Il faut faire évoluer ce que tu proposes. Si tu le fais juste pour le faire comme ça va pas fonctionner. Si tu le fais pour vendre quelque chose, à un moment, tu vas péter un câble. Parce que, C'est ça. en fait, tout ce que tu fais, tu vas le faire en fonction de ça. Moi, je m'éclate. Je C'est m'amuse.
Je fais passer des messages. Sur LinkedIn un peu moins, mais sur les autres réseaux, il y a des messages quand même que j'envoie, c'est très clivant. Des fois tu vas m'aimer, des fois tu vas me détester, des fois tu vas m'en vouloir, des fois tu vas m'insulter. Voilà. Je m'amuse, je m'éclate et j'aide. J'en gagne ma vie maintenant. Ouais. Je commence parce que moi j'ai refusé beaucoup de choses. J'ai refusé plus de 100 000 euros, moi, quand même, en tout, tu vois. En tout, ouais, d'opportunités avec de D'opportunités parce l'influence que B2B. je veux gagner de l'argent, mais moi. Tu vois, je veux créer quelque chose qui me permettra de gagner de l'argent. Mais tu Et je veux ne pas veux pas dépendre compter. du Voilà. réseau social ou des Par réseaux exemple, sociaux. là, je suis en train de créer mon podcast. Enfin, je vais lancer mon podcast vidéo sous forme d'émission, de vlog. Je m'éclate, je m'amuse. Là, oui, je fais venir un sponsor. Ok. Mais enfin, à moins que vraiment que ce soit une proposition de fou, voilà. Mais jamais tu me verras faire un post sponsorisé, rémunéré, pardon. Oui. Pourquoi? Parce que c'est du one shot, ça va peut-être pas servir à ma communauté. Et non, moi, en fait, pour rester et pour pas que émotionnellement ça me fasse mal, il faut toujours quand même continuer à faire ce qu'on aime et le faire pour soi, pas pour les autres. Moi, je m'éclate, tu vois. Des fois, je rigole, hein. Je me dis, ce soir, tiens, je vais essayer de faire une vidéo qui va faire des millions de vues. C'est un bon challenge, ça. En rigolant. Tu vois, je me dis pas, ce soir, il faut que, de quel sujet je peux parler? Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux donner aux gens? Est-ce qu'il y a des gens qui galèrent? Dans quel domaine? J'essaie de repartir dans le passé pour retrouver quelque chose. Ben, je fais, et ça fait 2000 vues. Et le lendemain, je dis, allez, je vais essayer de faire une vidéo qui va faire des millions de vues. Ouais, Tu vois, je m'en fous, ça fait 2000 vues, ça fait 2000 vues. Je vais pas mourir pour ça. On meurt pour autre chose. Exactement. Oui. Très juste. On revient sur Tu vois, sur le sujet du début d'intro du podcast. Non, mais tu soulèves quelque chose d'important, de pas justement dépendre d'un réseau social pour en vivre, mais au contraire de se servir du réseau social pour en vivre. Et tu veux que ça vienne servir aussi la cause enfin en tout cas que tu défends, que tu portes. Et c'est parfait. C'est une transition parfaite pour la suite du déroulé du podcast, parce qu'aujourd'hui, toi, ton sujet principal, c'est d'apporter de la motivation, de l'inspiration, du positif aux personnes qui ont un projet professionnel. Tu parles beaucoup d'emploi, tu dénonces les abus du management toxique, tu as créé récemment le kit du candidat gratuit pour les demandeurs d'emploi. Pourquoi c'est important pour toi de sensibiliser et d'éduquer à la fois les entreprises, les managers et les demandeurs d'emploi sur ce sujet-là et à travers avec tous ces outils? je vais essayer de te le faire de manière chronologique et t'amener à une conclusion, parce qu'au final, je suis quand même entrepreneur. Tout mon passé professionnel, m'ont amené à avoir beaucoup d'échecs, beaucoup de réussites quand même, hein, mais aussi beaucoup plus d'échecs. J'ai commencé motivation sur les réseaux emploi. Parce que je trouve que sur ce réseau, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils sur comment faire un CV, mais personne qui te dit comment on fait pour tenir pendant ta recherche d'emploi. Donc j'ai voulu prendre ce rôle-là. Pourquoi? De un, parce que moi, quand je cherchais un emploi, je pouvais parler à personne. Donc je me dis, un mot, un truc qui te remet en confiance, ça peut faire du bien. Ça a marché. Deuxième chose, je parle de management. En fait, pourquoi je parle de management? Parce que j'ai été managé, j'ai été manager et j'ai été recruteur de manager. Okay. Et dans ces trois phases-là, j'ai eu des réussites et des échecs. Et maintenant, 20 à 40 ans, j'arrive à comprendre qu'est-ce qui m'ont amené à échouer. Au départ, je pensais que c'était la faute des autres, avant. Aujourd'hui, je comprends que j'ai une part de responsabilité dans ces échecs-là. Même en tant que manager. Okay. Donc, oui, j'ai parlé de ça. C'est facile de tout remettre sur le dos d'un manager aussi. Exactement. Et la troisième chose, c'est le kit du candidat. C'est que comme j'ai eu une grande ascension sur LinkedIn, en 6 mois, j'ai eu 100 000 abonnés.
sur ce réseau. Personne n'a jamais fait ça sur ce réseau. Oui, pour remettre en perspective, si les gens nous écoutent, voilà. C'est juste des stats incroyables. Et en fait, j'avais la visibilité quand j'ai commencé, la même visibilité que j'ai aujourd'hui. Moi, ça n'a pas trop changé. Peut-être même j'en ai moins aujourd'hui qu'au départ. Okay. Mais j'ai fait le kit du candidat parce que déjà, tout le monde n'a pas la chance d'être formé et accompagné. Je vois aussi du tout et du n'importe quoi dans les conseils RH. Des gens sur ce réseau qui te disent ouais, nous on est là pour vous aider, 700 balles une formation pour trouver un emploi. Voilà. Et moi je considère que quand tu recherches un emploi, tu n'as pas à payer. Déjà, t'es en difficulté financière normalement, logiquement. Sauf si tu veux un emploi un peu différent de ce que on a l'habitude de te proposer. Tu veux aller à l'étranger, tu as besoin de créer un réseau. Oui, ça, je peux le concevoir. Du coup, j'ai créé avec Thibaut, un copain qui est sur Montpellier, un kit du candidat. Donc moi, je suis de la partie com, lui, c'est la partie technique, gratuit, pour redonner cette chance-là aux chercheurs d'emploi et aussi pour les remercier de m'avoir fait confiance au départ et de m'avoir propulsé en haut de LinkedIn. Et quand tu finis tout ça, donc motivation emploi, je donne mon avis, des fois clivant sur l'emploi, recrutement, marque employeur, management. Si tout ça fonctionne, qui c'est qui en profite le plus à la fin? C'est le chef d'entreprise. Ouais. Il va économiser du temps, de l'argent, et il aura des valeurs humaines dans son entreprise. Donc moi, quand je parle, c'est pas spécialement à ceux qui ont des problèmes en management, qui subissent des mauvais trucs. C'est aux managers. Tous les jours, je reçois 50 messages sur l'ensemble des réseaux de managers, de chefs d'entreprise pour dire merci. Grâce à ta façon de voir les choses, ça va mieux dans mon équipe. Du coup, j'ai économisé du temps, les gens sourient, et en plus, je gagne de l'argent. Voilà. Gagnant-gagnant. Pour te faire le pourquoi du comment. Ah, c'est top. Et tu donnerais quoi aujourd'hui comme conseil pour être un meilleur manager finalement? J'avais fait il y a pas longtemps, c'était hier, il y a un article qui est apparu dans le Figaro où je donnais les 10 commandements du manager, mais en fait je te fais répéter. les répéter, alors je me rappelle pas. Non, c'est une blague, je dis je te fais répéter dans le sens mon pauvre, tu dis tout le temps la même chose du coup, si ça a déjà été dit. En fait, pour être un bon manager, déjà le manager doit comprendre une chose, est-ce qu'il a été promu ou est-ce qu'il est compétent pour le faire? Et si jamais il se sent pas de gérer des êtres humains, il a le droit de demander à sa direction une formation ou une journée avec un autre manager. Quelque chose, en fait, il faut qu'on lui explique que le savoir-faire, il va peut-être pouvoir le faire, mais le savoir-être, c'est ça qui est le plus compliqué. Ensuite, pour être un meilleur manager, juste si tu considères les autres comme des êtres humains, déjà, tu as fait 80% du travail. Et le deuxième, c'est des techniques. On dit pas je, on dit nous. Quand tu fais des réunions, arrête d'être debout, mets-toi au même niveau que les autres, assis-toi. Quand tu vois quelqu'un qui part tous les jours à 19h, 20h, alors que normalement il doit finir à 17h, ne dis pas il est motivé. Tu dis lui, il a un problème. Il n'arrive pas à faire son travail dans l'heure. Est-ce que c'est moi qui lui donne trop de travail ou est-ce que c'est lui qui est incompétent et qui n'arrive pas à faire son travail dans l'heure? Parce que toutes les heures sup là qu'on paye, ça fait mal à l'entreprise. Et ça fait mal aux employés aussi. Ça fait mal aux deux. Lui, il finit tous les soirs et n'a plus de vie. C'est ça. Et toi, si tu le vois, c'est que tu es encore là aussi avec lui. Ouais. Donc, ça veut dire que toi aussi, la personne repart chez elle, elle va encore penser au travail. Et quand elle revient le lendemain, elle est fatiguée. Et toi aussi. Donc, à un moment, parlez-vous, quoi. Voilà. De toute façon, je crois le cœur du sujet, c'est la communication de toute manière. C'est le liant le liant. Moi, je dis toujours, si tu fais tout ce que tu peux pour communiquer et que ça fonctionne pas avec ton équipe, c'est peut-être l'équipe qui a un problème. Mais si tu ne fais rien pour communiquer, tu n'es jamais là, t'as pas le temps, tu fais rien, c'est peut-être toi le problème. Et un jour, et aussi, pour résumer le management, si t'as toujours le même problème avec tout le monde, c'est peut-être que c'est toi le problème. Ça oui.
Je le dis souvent également Tu aussi. le dis aussi? Oui, oui. Ah, oui, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que tu vois des personnes, on a tous connu une personne qui a tout le temps des problèmes avec tout le monde, Oui, ou qui change tout le temps de travail et qui va tout le temps avoir un problème dans son nouveau travail. Alors, ça arrive une fois de temps en temps, mais si c'est récurrent, effectivement, il y a peut-être un moment donné où il faut aussi se remettre en question et se dire, est-ce que moi, il n'y a pas quelque chose qui me convient pas dans ces organisations? Est-ce que c'est peut-être pas plutôt moi qui suis pas à la bonne place et qui ferait bien de m'introspecter pour voir là où je pourrais mieux œuvrer, quoi. c'est vrai. En 2023 ou peut-être fin d'année 2022, je sais plus exactement, tu as créé Once Upon a Time. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi exactement, quelle est ta vision? Aujourd'hui, tu as Hicham et Morgane qui sont aussi dans ton équipe. C'est quoi le projet en fait? En fait, il n'y a pas spécialement de projet et d'aboutissement. J'ai voulu créer quelque chose où il était une fois par Michel Coury, et il était une fois par Morgane Baucher, et il était une fois par Hicham Abari. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on se réunit souvent, tous les trois, et on va aller dans des événements et raconter faire des mini-conférences où on raconte nos histoires. Notre objectif, c'est de donner de la force aux entrepreneurs pour comprendre que chacun, en fait, on est trois profils très différents et on a un point commun, c'est l'échec. Et comment on l'aborde. Et du coup, on partage ça avec beaucoup de gens sur beaucoup d'événements. Oui, c'est déjà, vous en avez fait plusieurs Oui. conférences déjà cette année. Bah, c'est chouette de vous voir ensemble puisque moi, dans les coulisses, on s'est tous rencontrés en janvier de cette année sur un événement aussi. Et c'est là que je t'ai rencontré la première fois. C'est là que j'ai rencontré aussi Hicham et Morgane. Et c'est vrai que maintenant, de voir qu'on est tous un petit peu plus ou moins interconnectés, c'est super chouette. C'est vrai que c'est sympa. Nous, on a eu la chance, c'était écrit comme ça, hein, de se rencontrer tous les trois et on se lâche pas. Hein. Enfin voilà, ça fait 1 an maintenant. Oui, c'est ça. Ça fait presque 1 an. On est chacun différent dans nos activités, on s'entraide des fois, on se soutient quand il y en a un qui est pas bien, les deux autres appellent et on remotive quoi. Oui, c'est le coup de cœur amical et entrepreneurial quoi. Voilà, C'est et même franchement quand on est ensemble, on n'arrive même pas à travailler. Je comprends très bien. C'est le problème quand l'amitié, la camaraderie C'est est, clair. est soudée. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans tout ça finalement? C'est la création de contenu, il était une fois, tout ce que tu fais. C'est de me réinventer à chaque fois. C'est de faire pousser toujours les choses. Ce qui m'anime moi le plus, c'est de me réinventer et de dépasser mes limites. Voilà. Il y a 1 an, je faisais pas de conférences. Aujourd'hui, j'en ai fait, je sais pas combien. J'arrive à faire des lives, j'arrive à parler en podcast. J'ai créé mon podcast audio. Là, je suis en train de lancer mon émission. Je m'amuse, je m'éclate et je repousse les limites jusqu'à je sais pas quand. Mais j'ai pas d'objectif final. Mais voilà, c'est de rencontrer du monde aussi. Voilà, moi je fais des podcasts avec Gaël Monfils, avec des grands pontes de grande distribution. Il y en a plein qui vont arriver, rencontrer aussi des gens qui font des métiers insolites qu'on connaît pas. Rencontrer des personnes comme toi aussi qui sont dynamiques, qui parlent de sujets qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on va parler des planètes à un moment. Oui, on va en parler. De tout ça en fait, c'est de rencontrer une multitude de personnes différentes et de me dire moi, ce qui me rend le plus fier, c'est que il y a 1 an et demi, j'étais dans mon pressing en train de repasser et aujourd'hui, j'ai accès à tout ça. Parce que t'as trouvé l'élan d'essayer quoi. D'essayer et j'ai en fait de commencer en fait, il faut juste y aller. C'est ce que j'ai fait moi, tout le monde peut le faire. Hein. Non, c'est clair. J'ai plein de questions, je vois le temps passer, je me dis c'est pas grave, ça va être un épisode long parce que effectivement, tu parlais des planètes, c'est bien, tu me ramènes au sujet dont on avait parlé en off avant. Parce que c'est vrai que oui, le podcast avant s'appelait Destination Cosmos et moi initialement, je t'avais invité sur le format Destination Cosmos, donc je t'aurais connecté à une thématique de planète.
Et je savais pas en fait que, du coup je te pose la question, mais tu vois, est-ce que tu as une passion, ou en tout cas des passions? Tu as évoqué la communication. Je sais que dans un autre podcast aussi, tu as dit que t'aimais bien l'animation, mais tu m'as confié que tu avais une autre passion qui m'intéresse beaucoup. En fait, je suis passionné par l'univers. Mm. Et je suis même pas que passionné, je suis intrigué. Mm. J'y pense au moins 2-3 fois par jour. Je regarde, je me documente, parce que on connaît pas. Et quand j'avais eu peur de la mort, là, tu te rappelles, le fait d'avoir beaucoup pensé à la mort, automatiquement tu lèves la tête, tu vois, et Oui. tu vois les étoiles. Et juste pour les gens qui nous écoutent, une étoile c'est un soleil. Et quand on voit le soleil aujourd'hui qui a je sais plus combien d'années une année et quelques lumières, ça fait je sais pas combien de kilomètres, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, il nous fait chaud, on a chaud et on le voit gros et il est loin. Alors imaginez les étoiles, comment ça doit être encore plus loin, et il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus grosses que notre soleil, sachant que notre soleil fait 1000 fois la Terre, c'est ça? Tu es plus expert que moi. Ok. Je suis pas autant dans le détail. Alors Je là, me suis pas trompé. mon encyclopédie universelle, Michel. Tu penses que notre soleil fait presque 1000 fois la Terre, et qu'on le voit quand même assez gros, qui nous amène de la chaleur, il peut nous brûler. Alors imaginez, il y a des étoiles qui sont plus grandes que le soleil et qu'on ne voit qu'un petit point dans le ciel. Donc ça prouve qu'il y a un monde vaste que nous, en fait, on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra peut-être jamais, et c'est mon plus grand regret. Mais ça nous ramène à quelque chose ça me ramène à quelque chose de très important pour moi, de me rappeler, je vais le dire avec mes mots, comme ça les gens, ça rentre dans leur tête, qu'il faut arrêter de se prendre pour le nombril du monde, alors qu'on n'en est que le trou de... Voilà. Et ça, en fait, quand on y pense, ça nous ramène à quelque chose des choses plus simples, tu vois. Profiter de ce que tu as, parce que comme tu disais tout à l'heure, on est de passage. Voilà, je vais pas rentrer dans tout ce qui est spiritualité, religion, tout ça, mais voilà, je dis toujours, on doit être la fourmi de quelqu'un, pour imager. Et on est les petites fourmis de l'univers. Voilà, ou de quelqu'un, ou d'un matériel, ou d'une planète, ou de quelque chose. Mais en tout cas, voilà. Et moi, je suis très intrigué par ça parce que c'est impressionnant quand même, le cycle de vie d'un soleil, par exemple. Nous, notre soleil, il a encore 5 milliards d'années devant lui. Mais lui, il a déjà 5 milliards. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se mourir, la planète Terre meurt. Donc, c'est tous ces éléments-là qui m'impressionnent déjà. Ça m'impressionne, et j'essaie de me documenter et pas trouver des trucs faux. Oui, parce qu'il y a des choses aussi farfelues sur le sujet. Après, t'as tout ce qui est t'as les trous noirs, t'as tout plein de trucs en fait qui sont super fascinants. Et voilà. Et moi, je suis dégoûté parce que ça avance pas. Et je saurais jamais, tu vois. Je veux savoir, moi. Ah ouais, on veut savoir. Mais en plus, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, c'est Uber Reeves qui s'en est allé. C'est justement un célèbre astrophysicien, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, petit clin d'œil à mon ami Steven Kittirat, qui l'avait interviewé. Je sais pas si tu connais, il interview justement des grands inventeurs, et il est top, Steven. Et c'est vrai que je crois que c'est à lui qu'on doit cette citation. Enfin, on est que poussière d'étoiles, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça. Et du coup, moi, j'aime bien, ça me passionne. Et je suis très passionné par la mythologie grecque. Du coup, tu vois, ça, c'est depuis que je suis enfant. J'aime bien un peu tous ces mythes là où voilà, et j'aime bien l'inconnu en fait, tu vois, me dire tu lèves la tête, il y a une étoile quand même. En plus, il y a pas longtemps, pour une petite anecdote, j'étais dehors chez moi et j'étais avec mon beau-frère. On était tranquille, on buvait un verre et il faisait nuit. Et là, on voit des trucs, c'était il y a 2-3 mois, des trucs qui se suivent dans le ciel, mais vraiment à la même distance et tout, comme des étoiles. Et là, on commençait à triper. On se disait, mais qu'est-ce que c'est ce... en fait, c'est les trucs de l'autre, Elon Musk. Ah, c'est ces satellites. Satellites, mais qui bougent, quoi. Et tu les vois comme ça. Et nous, moi, je savais pas. Je suis pas ce genre d'actualité. Oui. Mais c'est vrai, il y a un truc qui se passe et tout. Je suis allé voir sur Internet et j'ai trouvé.
J'étais dégoûté que ce soit des satellites. Ah oui, bah oui, j'imagine ta déception. Je sais que tous les étés, au mois d'août, vers le 15 août, il y a les fameuses Perséides. Oui. Donc ces pluies d'étoiles filantes. Moi, c'est un peu mon rendez-vous immanquable et j'ai la chance souvent d'être dans le sud, donc le ciel est beaucoup plus dégagé qu'en Île-de-France. Et des fois, on voit des trucs, mais incroyables. Hein. Moi, une fois, j'ai vu une boule de feu traverser le ciel. J'ai vu ça qu'une fois dans ma vie. Chaque année, du coup, je me mets là à regarder. J'en ai jamais revu. Et c'est vrai qu'on voit les fameux satellites d'Elon Musk. Il y a des applications même maintenant où tu peux savoir tu peux mettre en fait et comme ça tu vois et il te détecte si c'est un satellite ou si c'est une planète parce que des fois on voit Jupiter, je crois, qui est très lumineuse aussi. C'est assez c'est intéressant. Voilà pour ma passion. Ah bah c'est top, tu vois, je savais pas quand tu m'as dit moi j'adore l'univers, j'étais là j'aurais presque dû continuer à m'appeler Destination Cosmo. C'est un autre débat. Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien? Les enfants. Tes enfants. C'est ma plus grande inspiration. C'est vrai je pense que on parle beaucoup. Moi, dans un épisode précédent, j'ai parlé beaucoup de créativité avec Laetitia Gillard et finalement, on s'est rendu compte que quelque part, à l'âge adulte, on oublie un peu de jouer, d'expérimenter, d'explorer et qu'en fait, finalement, se reconnecter à son enfant intérieur, c'est la base. C'est vrai que les enfants, ça aide aussi, ça aide beaucoup. Ah bah complètement. Moi, mes enfants, je fais tout pour eux. Hein. En même temps, ils me donnent tellement d'amour que voilà, moi, c'est le kiff, les enfants. C'est le kiff. Et d'ailleurs, j'avais vu ton fils à l'événement Game Changer qui avait des les super baskets. Je crois que je me rappellerai toujours des baskets de ton fils. Ah, Jules, lui, c'est trop, lui, les chaussures. Des baskets bleues. Il a contaminé d'ailleurs sa sœur qui a 1 an et demi sur les chaussures. Ah ouais. Le deuxième, il s'en fiche, lui. La mode, bah après, en même temps, avec un papa dans les vêtements et les friperies, les chaussures et les baskets, c'est pas tellement décollant. C'est vrai. C'est une suite logique. On va passer sur la partie une popular opinion. Un petit peu, je vais poser des questions un petit peu amusantes. Allez, pour un peu découvrir vraiment la vibe de Michel Coury. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde déteste? Qu'est-ce que j'aime dans la vie que tout le monde déteste? On pourrait les tester. Ouais, chouette question. Eh oui, ils sont durs, c'est pour ça, hein, je t'ai dit. Qu'est-ce que j'aime dans la vie que beaucoup de gens détestent? Pour t'aider, par exemple, tu vois, je n'ai jamais regardé un seul épisode de Game of Thrones de ma vie. Ah bah si. Moi, je n'ai jamais regardé un film de Star Wars. Ah bah voilà. Pour quelqu'un qui aime les étoiles. Ouais. Je n'ai jamais regardé une série ou un film en rapport avec Star Wars. Dingue. Ah ouais, tu vois. Comme quoi, on peut aimer les étoiles et pas forcément la science-fiction de Star Wars. Ça, c'est une très bonne réponse parce que, ouais. Et inversement, qu'est-ce que tu détestes que tout le monde aime? Oula. Par exemple, pour t'aider, si je devais te dire là, par exemple, je déteste moi les éclairs, au chocolat, la truffe. Contrairement à la tendance. Je déteste la truffe. Tu détestes la truffe? Ah ça, c'est la truffe, c'est il y a quelqu'un, même si quelqu'un il en a mangé, je le sens à 150 km. Je déteste ça. Ouais, ça a une odeur. J'ai l'impression d'être le seul au monde qui aime pas ça. Ah oui, parce qu'on va dire oui, la truffe c'est un mets raffiné. Tu sais, c'est comme le caviar, certains. C'est ça. Non, moi j'ai horreur de ça. La truffe, très bien. Quelle est ta chanson honteuse préférée? Ma chanson honteuse préférée, c'est c'est blues. C'est un truc un peu ancien. C'est I'm blues, dabedi dabodai. On voit. J'adore cette instru et cette musique, mais j'oserais pas la mettre. Mais ça, c'est une chanson des années 2000, je crois. Un truc un peu techno. Peut-être un peu moins que 2000 même, mais. 2000, oui. Mais ouais, c'est quand ça fait 20 ans et qu'on allait en boîte, quoi. Oui, je vois très bien. Aujourd'hui, je pourrais pas la mettre dans la voiture avec la musique à fond. Ah, sait-on jamais. Mais il faudra que j'enquête, il me faudra le nom exact, parce que j'aime bien ce genre d'informations. Et je les recycle dans mes contenus de promo.
Qui était ton premier crush célèbre? Mon premier crush célèbre, c'était Cameron Diaz Ah, Cameron Diaz. Ouais, dans je le vois film très The bien. Mask. Ouais. Ah oui, à l'époque de The Mask, ouais, elle était super jeune. C'était les débuts. Ouais. Je crois qu'elle a fait fantasmer beaucoup d'hommes. C'est vrai, Cameron Diaz. J'adore. Intéressant. Et ça, j'ai trouvé rapide, direct. Hein. Ouais, t'as vu, c'était plus facile que ce que t'aimes pas. Euh, Tu voulais faire quoi enfant? Je voulais devenir, comme tous les enfants, médecin. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et après, je voulais devenir gendarme. Moi, j'ai voulu devenir tout un peu. Hmm. Tu vois. Mais au final, j'ai fait tout le contraire. Sauf que moi, j'ai toujours été passionné par la com, même enfant. Et ben aujourd'hui, ben voilà, 40 ans après, voilà ce que je fais. Bah, tu voulais faire plein de choses et finalement, tu te retrouves aujourd'hui dans ta vie d'adulte à faire plein de choses et à exercer plein de Exactement. métiers à la fois. C'est ça. Donc, quelque part, tu as suivi l'appel que tu avais enfant. Quel est le pays ou le voyage qui t'a le plus marqué? Le pays où le Sénégal, d'où je viens. Hmm. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé en intro, mais C'est le c'était... pays, pour moi, un des pays les plus tolérants au monde, où j'ai appris tout. Ça m'a marqué. Ben, en même temps, c'est mon pays. Donc, après, un pays que j'aimerais bien faire, moi, j'aimerais bien aller en Colombie, tu vois. Ah oui, Ces trucs, ça m'intrigue, ces pays, les pays Amérique d'Amérique. latine. Ouais. J'aimerais bien les visiter parce que je suis un grand fan de séries ou d'histoires dans le monde de la drogue. Ah oui, bah là, ta matière. Voilà comment des gens ont réussi à devenir milliardaires en vendant des trucs pas bien, tu vois. Et que tout le monde savait qui le faisait et qui le laissait faire. Tu Ouais. Ah oui, ça m'évoque. J'ai un couple d'amis colombiens justement, et les pauvres vois. à Je chaque dois fois pas. qu'on les voit, en fait, les personnes leur donnent tous les clichés justement de Ah, la d'accord. drogue et des dealers, alors qu'ils sont adorables, ils sont originaires de Bogota, où la vie n'est pas facile. Hein. Ah, bah oui. C'est pas facile. Alors attends, j'ai quelques petites questions. Bah, peut-être que j'ai déjà la réponse, à moins que tu aies des informations complémentaires à apporter là-dessus. Mais quelle est l'expérience qui t'a le plus transformé? L'humanitaire. Humanitaire. Et la rencontre qui t'a le plus bouleversé? En bouleversé, en positif. Comme tu le souhaites. Ma femme. Ouais. D'ailleurs, oui, en plus, enfin, on l'a pas évoqué, mais je pense que tu l'as évoqué dans plusieurs de tes contenus. Tu as rencontré ta femme justement au moment charnière C'est où ça. tu as pris ce job C'est dans ça. un restaurant. C'était après. Mm. Et je l'ai connue dans ce restaurant. Elle était serveuse. D'accord. Et c'est elle un jour qui m'a dit comme ça, avant même qu'on se mette ensemble. Hein. C'est, oh, toi, tu t'as pas l'air bien, hein, mais tu te prends pour trop la tête. Il va falloir que tu te bouges. Et on se connaissait pas. Mm. J'ai dit ah ouais, c'est comme ça. Tu Ah comprends. ouais, direct, Pas de souci. Pas de problème. Hein. elle a osé un peu bouleverser Oui, le. moi personne n'osait me parler comme ça avant, même Mm. aujourd'hui. Mais elle s'en foutait. Elle était là. Ouais. Elle est très Ah, optimiste elle aussi. c'est beau comme message, comme quoi tu vois dans les épreuves, il y a toujours je trouve de la beauté ou tu vois du divin, de l'imperceptible, il se passe des choses. Ça ramène un peu à cette histoire de l'univers. Quel est le dernier truc qui t'a fait vibrer récemment? La naissance de ma fille, il y a 1 an. Il y a un an. Et si on veut du plus, après moi, tu vois, pour me faire vibrer, en plus que ça, c'est tendu quand même. Mais le truc qui me fait le plus vibrer, c'était, si on doit le ramener aux professionnels, c'est les tournages de mes podcasts, émissions que j'ai fait parce que j'étais vraiment en kiff et je me suis dit, c'est un accomplissement Ouais. de ce que j'ai dans ma tête en réel, quoi. Oui, à chaque fois que tu sors d'un enregistrement Ouais, que tu c'est as fait génial. pour ton contenu, ouais, je connais cette sensation.
C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un épisode aussi, tu vois, je peux peut-être un peu stresser avant, même, tu vois, avant qu'on se rencontre, qu'on devait faire l'épisode mercredi. Tu sais, j'ai toujours une petite appréhension quand même, tu vois, c'est normal. Et à chaque fois que je raccroche, je me sens nourrie et portée par l'énergie de mon invité. Et je me dis, ah ouais, en fait, je sais pourquoi je fais ça. Et ça, tu vois, c'est du kiff, quoi. Alors on arrive à la fin de l'épisode. J'ai presque envie de te demander, avant de clôturer, peut-être, qu'est-ce que tu dirais à l'ancien Michel, finalement, au Michel d'avant le burn-out, d'avant toute cette réinvention d'aujourd'hui? Merci. Parce que s'il n'aurait pas été comme ça, je serais pas comme je suis aujourd'hui. C'est ça. Je n'ai jamais de regrets sur ce que j'ai fait avant. Au contraire, je suis gratifié, je remercie. Ouais, gratitude. Tu vois, moi, mon problème de santé, je suis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Sinon, je serais pas là aujourd'hui. Ouais. Bel éloge de la résilience. Merci. Tout ce que j'aime. Michel, quels sont tes prochains projets ou ton actualité du moment que tu souhaiterais partager? Moi, je lance à partir de novembre ou peut-être un petit peu avant ma nouvelle émission vidéo que je vais lancer sur ma chaîne YouTube parce que j'ai près de presque 28 000 abonnés sur YouTube. Ouais, et j'ai fait des t-shirts et je me suis dit j'ai envie de proposer quelque chose de différent, aller à la rencontre d'entrepreneurs, connus, pas connus, je m'en fiche. Moi, je veux juste des gens qui soient inspirants. Et donc le lancement de ça. Et voilà, c'est l'actualité que je vais commencer à bombarder sur les réseaux bientôt. C'est pour quand? Ça sort quand? Un peu avant novembre ou début novembre. D'accord, donc fin d'année 2023. C'est ça. Ok, génial. Bah merci beaucoup Michel pour ce moment, pour ces partages, ces inspirations, ces confessions, ces confidences. Pour te retrouver, facile, hein, vous tapez Michel Khoury dans tous les cas dans Google, vous allez le trouver. YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, finalement tous les réseaux sociaux. Facebook pour ceux qui veulent. Facebook aussi, c'est vrai, j'ai tendance à l'oublier. J'ai un peu rejeté Facebook, moi. Alors qu'il fonctionne bien. Alors que ça revient, apparemment. Il y a des choses à faire. Mais déjà, moi, j'ai lancé pour le podcast, et c'est tout récent, la chaîne YouTube également. Ah, c'est bien. Le TikTok, parce que je me dis, quitte à publier des Reels sur Instagram, autant aussi les publier sur complètement. TikTok. Et sur Facebook, du coup, aussi. Et Facebook, on peut poster des Reels aussi? Ah ouais. Oh là, il va falloir que je me rajoute un réseau social. Je suis toute seule, Michel, hein, c'est dur. Et moi aussi. C'est vrai. Écoute, petit à petit, moi je fais grossir petit à petit, tu vois, déjà LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, c'est la grande nouveauté. Mais comme tu fais bien de le souligner, si on est dans cette dynamique de partager aux autres sur les réseaux, c'est vrai que si on peut avoir de l'impact un peu partout. On est d'accord. Eh bien, merci Michel. Merci à toi et prends soin de toi. Toi aussi. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien, mais c'est super reboostant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram @vibe_le podcast, sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le podcast. Repartage-moi ou mentionne-moi en story parce que ce qui me fait le plus vibrer, c'est qu'après chaque écoute, tu te dises « Oh là là, mais est-ce que j'ai aimé cette vibe ?» On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe.